Est-ce que ça vous a choqué, Ilan Gabet? Oh, Parce que vous la connaissez, Manon Aubry. Qu'elle passe du temps sur un il était voilier sur le comme voilier. ça. Ça me surprend, mais Parce que quand on est LFI, on a le droit de passer du bouton sur un voilier Est-ce que dans vous le étiez bar. sur le voilier là ouais, ça me surprend parce que là, je suis un peu d'accord avec Charles Consigny. Mais c'est quoi Ah cette oui, polémique? Franchement, cette vidéo, elle commence bien. Elle pose tout de suite une question simple. Est-ce vraiment choquant que Manon Aubry puisse passer un week-end sur un voilier? Et pour moi, la réponse est non, il n'y a rien de choquant. Et je préfère le dire clairement. Oui, Manon Aubry a le droit de partir en vacances. Elle a le droit de faire du voilier comme de profiter de sa famille. Je vais même aller plus loin. Si l'affaire s'était arrêtée à ça, je pense qu'on aurait parlé les 2 jours. Puis tout le monde serait passé à autre chose, à une autre affaire, à un autre sujet. C'est juste là que, selon moi, cette vidéo se trompe de cible. Elle part du principe que la polémique porte sur le bateau. Or, quand on lit les commentaires, que l'on regarde les réactions et la manière dont l'affaire a évolué, on comprend que ce n'est déjà plus le sujet. Le voilier n'est pas qu'un déclencheur. Le vrai débat porte sur l'image, la cohérence et la réputation. Et ça change complètement la manière de l'analyser cette affaire. À partir de là, on ne doit plus se demander qui a raison sur le voilier, mais pourquoi une histoire aussi banale a-t-elle pris une telle ampleur? C'est cette question qui m'intéresse, parce que une polémique ne grandit presque jamais à cause du fait initial. Elle grandit parce que quelque chose donne envie de la propager. Moi, j'ai déjà fait du 420 avec mon père. C'est un petit bateau à voile. On avait loué ça, ça coûte quelques dizaines d'euros. Est-ce que ça fait de moi un milliardaire qu'un yacht comme Bernard Arnault qui pollue et qui. C'est absolument incomparable. Moi, vraiment, les bras m'en. Allez sur le bon coin, vous tapez voilier, vous verrez qu'un voilier comme celui sur lequel il était, vous pouvez l'acheter pour 5 000 à 6 000 euros. Mais elle l'a pas Non, mais acheté, c'est elle quand l'a même beaucoup. loué. Non mais elle a le droit quand même. Si elle est sur une plage, on va dire quoi? Oh là là, elle va sur une plage. Mais c'est ça, non mais. Non mais elle a le droit aussi d'avoir des loisirs, d'avoir des moments en famille. Et un voilier, ça ne coûte rien, Non, mais presque c'est rien. Sur les faits, cette partie de la vidéo, elle est solide. Oui, il s'agit d'un voilier de plaisance. Son coût n'a rien à voir avec celui d'un yacht de milliardaire. Les recherches confirment d'ailleurs que le tarif évoqué est très cohérent. Et surtout, oui, Manon Aubry a parfaitement le droit de partir en vacances. Je ne conteste rien de tout cela. En revanche, je pense que cette démonstration arrive trop tard. Le débat ne porte déjà plus sur le bateau. Il porte sur ce qu'il représente. On peut trouver cette perception injuste, peu importe. À partir du moment où elle existe, elle devient un fait de communication. Et un communicant ne peut pas se contenter de la balayer. Il doit chercher à comprendre pourquoi elle s'est installée. Parce qu'une crise ne disparaît pas quand on prouve que les faits sont exacts. Elle disparaît quand on répond au doute qui lui a donné naissance. En communication, les faits comptent, mais la manière dont le public les interprète compte tout autant. C'est absolument incomparable. Moi, vraiment, les bras m'en tombent. Je suis désolé, c'est une polémique, mais ridicule. Ridicule, lancée par l'extrême droite, Mila et consorts. Enfin, vraiment, là, je suis choqué carrément. C'est ici, selon moi, que la vidéo commet sa première véritable erreur de communication. Non parce qu'elle parle d'extrême droite, mais parce qu'elle cherche avant tout un responsable. Bien sûr que les militants politiques ont participé à la diffusion de cette affaire. C'est un fait, comme dans presque toutes les polémiques politiques. Mais cela ne dit toujours pas pourquoi cette histoire a pris une telle ampleur. La vraie question n'est donc pas de savoir qui a lancé l'attaque. Elle est de comprendre pourquoi autant de personnes ont jugé cette attaque crédible au point de la relayer. En désignant immédiatement un ennemi, on évite une question beaucoup plus dérangeante. Est-ce que notre propre communication a contribué à rendre cette polémique crédible? C'est une erreur classique en communication de crise. Quand une polémique éclate, le premier réflexe consiste à regarder ceux qui attaquent. Le plus utile serait pourtant de regarder ce qui a rendu l'attaque efficace. Si cette affaire a dépassé les cercles militants, ce n'est seulement parce qu'elle a été relayée. C'est aussi parce qu'elle rencontrait déjà un doute chez une partie du public. Et c'est précisément ce doute que la vidéo laisse de côté. En communication, désigner un adversaire explique qui attaque, mais comprendre les incitations explique pourquoi l'attaque a fonctionné. Dylan, allez sur le bon coin, vous tapez voilier, vous verrez qu'un voilier comme celui sur lequel il était, vous pouvez l'acheter pour 5 000 à 6 000 euros. Mais elle l'a pas Non, mais acheté, c'est elle quand l'a même beaucoup. loué. Non mais même. Là encore, sur les faits, je suis d'accord. Oui, ce type de voilier reste relativement accessible. Il s'agit d'une location et on est très loin du yacht de Bernard Arnault. Cette précision est même importante, elle évite de caricaturer la polémique. Parce que soyons honnêtes, très peu de personnes reprochent réellement à Manon Aubry d'avoir dépensé 70 € par jour pour louer un voilier. Le débat est ailleurs.
Une image vaut surtout parce qu'elle évoque. La vidéo démontre que le coût est modeste, c'est vrai, mais les critiques ne parlent pas du prix. Ils parlent de cohérence, d'éthos et du décalage qu'ils perçoivent entre un discours public et une image. Manon Aubry a construit son image sur la critique des comportements de riches, allant jusqu'à critiquer la consommation de coquilles Saint-Jacques. C'est là que cette défense devient fragile, comme si démontrer qu'un voilier est abordable suffisait à répondre à une accusation d'incohérence. Or, une perception ne disparaît pas parce qu'on aligne des chiffres. On ne convainc pas en répondant à la question que l'on aimerait entendre. On convainc en répondant à celle que le public se pose réellement. Un C'est le voilier. symbole. Mais C'est oui, le c'est timing, symbole, surtout, en le fait. timing, de C'est le quoi problème de timing, en fait. C'est Voilà. la Ouais, tu veux canicule, qu'elle normalement un responsable politique il devrait Voilà. être là. Mais tu veux qu'elle fasse du voilier en hiver? Bah, Non, mais non, c'est- mais non, mais on est en plein- on est- Mais elle n'est elle pas aurait aux pu faire affaires. cette Elle n'est semaine. pas aux affaires. Elle n'est pas Et ministre. alors, Elle est députée elle n'est européenne. pas aux affaires, Eh mais ben, elle est quand même là à nous mais- donner des leçons de vie toutes les Il y a 2 une minute. Mais minutes. c'est elle qui a déposé le plus d'amendements. Non, mais Toi, tu dis ça à Jordan Bardella, pourquoi pas, tu vois, parce que lui, il va jamais au Parlement européen, mais Non, là, mais c'est. Il est plutôt yacht, je crois. Oui. Ouais, Ouais, je crois voilà. que pour moi, il est Oui, mais plutôt yacht, c'est ouais. intéressant, Jordan Bardella qui a réagi en disant dans ce cas-là que LFI me laisse tranquille sur ma vie privée. On peut concéder que cet argument est vrai. Manon Aubry est une eurodéputée particulièrement active. Son travail n'est d'ailleurs pas vraiment contesté, même si beaucoup en critiquent la qualité. Mais ce n'est pas la question. Le débat n'est pas de savoir si elle travaille beaucoup, mais de comprendre pourquoi cette image a provoqué une telle réaction. En communication, rappeler ses qualités ne suffit pas à répondre à une critique. Si le public doute de votre cohérence, lui rappeler que vous êtes compétent ne dissipera pas ce doute. La vidéo défend le parcours de Manon Aubry, alors que la polémique porte surtout sur son ethos. La réputation ne se défend pas en additionnant ses qualités, elle se défend en répondant aux doutes qu'il a fragilisés. Sur ma vie privée et arrête Mais de lui, il commenter. s'affiche. Il va au Grand Prix de Monaco, il s'affiche avec sa deux Bourbons. Il est fier de le montrer à tout le monde qu'il est en train de Avec boire son ça de petit. Bourbon. Excusez-moi, est-ce que vous Oh, pourriez parler qu'il est en train- qu'il est en correctement? train- Ça, c'est Qui est en train de ça boire va son pas petit du tout. champagne. Donc c'est lui qui se met en scène. non. Non, c'est pas sexiste. Il est en train de boire son petit champagne. C'est normal qu'on réagisse parce que c'est lui qui se met en scène. Là, elle a été prise en photo de manière un peu Volé. dégueulasse, en maillot de bain. Ah On oui, l'a c'était mieux affiché que ça comme reste ça. caché, en fait. Enfin, mais c'est pas C'est ça. ça C'est le que. truc. en fait, Si c'était il y caché, a- personne l'aurait su. Ici, on peut considérer que la vidéo soulève un vrai point et il mérite d'être reconnu. Oui, il existe une différence importante. Jordan Bardella choisit de mettre en scène une partie de sa vie privée. À l'inverse, Manon Aubry n'a jamais publié ces photos. Elles ont été prises sans son consentement. Cette différence, elle est réelle, mais je pense que la comparaison s'arrête un peu trop tôt. Le point intéressant n'est pas la manière dont les images ont été obtenues, c'est ce qu'elles racontent aux yeux du public. Dans les deux affaires, c'est l'éthos qui est mis à l'épreuve. Autrement dit, l'image que ces responsables politiques construisent depuis des années. Pour Bardella, certains voient une contradiction avec son discours. Pour Manon Aubry, d'autres perçoivent un décalage entre son image de sobriété et cette scène de vacances. On peut juger ces critiques justes ou injustes. Ce n'est pas le sujet. Le sujet est de comprendre pourquoi elles apparaissent. C'est une erreur très fréquente en communication. On compare les faits alors que ce sont souvent les mécanismes qui se ressemblent. Les situations sont différentes. Le ressort psychologique, lui, est très proche. Dans les deux cas, une partie du public cherche à vérifier si le comportement est cohérent avec l'image construite. En communication, l'effet déclenche parfois une polémique. L'éthos détermine presque toujours son ampleur. Là, elle a été prise en photo de manière un peu Volé. dégueulasse, en maillot de bain. Ah On oui, l'a c'était mieux affiché que ça comme reste ça. caché, en fait. Enfin, mais c'est pas C'est ça. ça C'est le que. truc. en fait, Si c'était il y caché, a personne elle- l'aurait su, c'est bon. il y a elle qu'on attrape la veste des politiques quand ils ont des incohérences dans leur vie privée. À la limite, pourquoi pas. Mais là, c'est un voilier. Filmer quelqu'un à son insu, diffuser son image en maillot de bain, l'utiliser dans une polémique politique, tout cela mérite d'être critiqué. Franchement. La vie privée ne disparaît pas parce qu'on exerce un mandat politique. Je comprends donc l'indignation exprimée dans la vidéo. Mais une émotion, aussi légitime soit-elle, ne remplace pas une analyse. On peut condamner la diffusion de ces images et rechercher malgré tout à comprendre pourquoi cette affaire a pris une telle ampleur. Les deux ne sont pas incompatibles. La vidéo répond surtout à la dimension morale de cette affaire. Elle analyse beaucoup moins le mécanisme qui a transformé un fait banal en crise médiatique. Une émotion révèle un problème. Elle ne suffit pas à construire une stratégie. C'est ça c'est le que- truc. en fait, Si c'était il y caché, a personne elle- l'aurait su, c'est bon. Il y a elle qu'on attrape la veste des politiques quand ils ont des incohérences dans leur vie privée. À la limite, pourquoi pas. Mais là, c'est un voilier. Quelle incohérence. Non, c'est le problème. Je pense que cette séquence résume la principale faiblesse de cette vidéo. La question est pertinente. Où est-ce qu'est l'incohérence? Mais selon moi, elle n'interroge pas le bon sujet. Parce qu'elle cherche
une incohérence dans les faits. Or, la polémique ne porte pas sur les faits, elle porte sur une perception. Et en communication, une perception produit des conséquences bien réelles, qu'elles soient justes ou non. C'est ce qui me gêne dans cette démonstration. La vidéo cherche à prouver qu'il n'existe aucune incohérence objective. Très bien. Mais ce n'est pas la première question qu'un communicant devrait se poser. La première consiste à comprendre pourquoi autant de personnes ont perçu une incohérence. Tant qu'on ne répond pas à cette question, on répond à côté du problème. Vous pouvez démontrer que les faits sont exacts, rappeler qu'il s'agit d'un simple voilier, expliquer que son coût est modeste. Tout cela peut être vrai. Mais si le public continue à percevoir un décalage, votre communication n'aura pas atteint son objectif. Pour moi, c'est la leçon la plus importante dans cette affaire. En communication, avoir raison ne suffit pas. L'objectif est d'être compris. Et pour être compris, il faut d'abord comprendre ce que le public a réellement perçu. Non pas pour lui donner raison ou abandonner ses convictions, mais parce qu'une communication ne se juge jamais sur l'intention de celui qui parle. Elle se juge sur ce que les autres retiennent. C'est là que cette vidéo échoue selon moi. Elle cherche à démontrer qu'il n'y a pas d'incohérence. Elle ne cherche jamais à comprendre pourquoi autant de personnes en ont vu une. Et c'est cette différence qui transforme une défense légitime en communication de crise inefficace. Une crise ne se résout pas en réfutant une perception, elle se résout en comprenant pourquoi cette perception est née. Alors, on va compléter l'analyse de la polémique en lisant 2 passages du billet de Manon Aubry sur son blog, qui révèlent comment Manon Aubry a construit elle-même cette polémique. Alors, depuis une semaine, je vis une vague d'attaques d'une violence inouïe. Un flot ininterrompu d'insultes, de menaces de mort, de fausses informations diffamatoires sur ma vie. Et ce harcèlement ne se limite pas à Internet. Des individus m'ont suivi dans la rue, ils m'ont filmé à mon insu et m'ont insulté. Une traque organisée, revendiquée, filmée pour faire du clic. Si bien que certains d'entre eux m'ont filmé pendant plusieurs centaines de mètres, espérant me piéger, avant que je prenne un Vélib. Ce qui a bien dû les décevoir, bien loin des fantasmes de la vie qu'ils veulent me prêter. Je veux vous décrire la mécanique de ce harcèlement, parce qu'elle est rodée, qu'elle sera utilisée contre d'autres que moi, et c'est une arme théorisée que l'extrême droite n'hésite pas à utiliser. Première étape, la fabrication. Un compte plus ou moins anonyme de la fachosphère publie une vidéo volée sortie de son contexte ou une rumeur inventée de toutes pièces. Sans appeler explicitement au harcèlement, il sait très bien ce qu'il fait. Vient ensuite l'amplification, de là des dizaines de comptes d'extrême droite coordonnés, certains suivis par des centaines de milliers de personnes la reprennent en boucle. Le buzz n'a rien de spontané, il est organisé. On sent le complot. La légitimation. Les médias s'emparent de la rumeur et la transforment en débat. Par exemple, les grandes gueules sur RMC y ont consacré 2 émissions cette semaine, reprenant sans vérifier les mensonges de la fachosphère. C'est aussi le cas de CNews, Valeurs Actuelles. Et vient enfin la meute. Le harcèlement, désormais validé par des journalistes, se déchaîne, menaces, insultes, traques dans la rue, publication de nouvelles images, sans contexte, sans date. Je trouve cette partie du billet particulièrement intéressante et forte. Pour la première fois, Manon Aubry ne décrit plus seulement ce qu'elle a vécu, elle cherche à expliquer comment cette polémique s'est propagée. Et sur plusieurs points, je pense qu'elle a raison. À part le côté clairement complotiste, hein, ça c'est juste dans sa tête. Oui, certains comptes amplifient volontairement certaines affaires et les médias peuvent ensuite leur donner une visibilité nationale. Les insultes, les menaces qui en découlent ou le fait de suivre quelqu'un dans la rue sont inacceptables. En revanche, je trouve que son analyse s'arrête avant la question essentielle. Elle décrit très bien le circuit, les relais, les auteurs, mais pas le moteur. Pourquoi cette affaire a-t-elle trouvé autant de relais? Pourquoi a-t-elle dépassé les cercles militants pour devenir un sujet national? Parce que ça a été bien plus loin que seulement les fachos et l'extrême droite. En communication, connaître l'origine d'une attaque ne suffit jamais à expliquer son succès. Une polémique ne prend de l'ampleur que lorsqu'elle rencontre déjà une attente, une frustration ou un doute dans une partie du public. C'est cette pièce qui manque ici. Parce qu'en communication de crise, comprendre comment une polémique circule est utile. Comprendre pourquoi elle continue de vivre est indispensable. Comprendre qui attaque permet de raconter une histoire. Comprendre pourquoi l'attaque fonctionne permet de construire une stratégie.
Car ne nous y trompons pas, tout cela est politique. L'objectif, c'est de me décrédibiliser dans mes combats pour l'éthique en politique, mais aussi de lutte contre les inégalités et les abus des ultra-riches. Tout ce qui fait le cœur de mon engagement depuis bien longtemps. À Oxfam, avant même que je sois élu au Parlement. Alors soyons clairs, si j'avais voulu louer le yacht de Bernard Arnault à 500 millions d'euros en payant 70 euros par personne et par jour, comme le loyer que j'ai loué avec ma famille, il me faudrait plus de 21 000 ans d'économie et une très grande tirelire. On parle d'un autre monde. Les milliardaires ne sont pas juste riches. Ils jouissent d'un pouvoir économique démesuré qu'aucun de nous n'atteindra jamais. Un pouvoir économique qui leur donne aussi un pouvoir politique démesuré. Et eux, personne ne les a élus. Ils n'ont pas de mandat. Ils ne sont soumis à aucun contrôle démocratique. J'assume de dire que oui, au pouvoir, nous interdirons les milliardaires. L'objectif de l'extrême droite, c'est aussi de faire diversion. Cette semaine, pendant que la fachosphère parlait de moi, le RN était perquisitionné. 4,33 millions d'euros de dépenses du groupe présidé par Jordan Bardella au Parlement européen indûment payés. On a appris aussi cette semaine que le groupe de Bardella avait financé un bal néo-nazi en Autriche. Vous en avez entendu parler ? Qui a aussi entendu parler du train de vie de Jordan Bardella qui touche plus de 500 000 euros de revenus annexes non déclarés, en plus de ses indemnités de parlementaire? Je suis la seule à avoir proposé au Parlement européen l'interdiction des revenus annexes en plus des indemnités d'élus et de diviser par 2 les indemnités des élus. Le RN s'y est toujours opposé, ainsi que tout le reste de la classe politique. Étrangement, ces mêmes comptes qui me harcèlent sur les réseaux sociaux n'en parlent jamais. Alors, au-delà des slogans un peu absurdes qu'il peut y avoir, je trouve cette dernière partie particulièrement révélatrice. À ce moment-là, j'ai le sentiment que Manon Aubry ne répond plus vraiment à la crise. Elle revient sur sa zone de confort. Elle reparle des milliardaires, du RN, de Jordan Bardella, et elle revient sur les combats qu'elle mène depuis des années. Et je comprends pourquoi. Quand une personne traverse une crise, son premier réflexe consiste souvent à revenir sur le terrain qu'elle maîtrise le mieux. C'est humain. Le problème, c'est qu'une crise change les questions que se pose le public. À ce moment-là, les gens ne recherchent pas plus à savoir si votre programme est bon ou si votre combat contre les milliardaires est légitime. Ils veulent comprendre ce qui vient de se passer. Ils observent votre manière de réagir. Et c'est là que, selon moi, ce biais manque sa cible. Au lieu de répondre au doute qui s'est installé, il revient immédiatement au récit politique habituel. Or, ce récit existait déjà avant la polémique. Il n'explique donc pas pourquoi cette affaire a pris une telle ampleur. Je retrouve souvent ce mécanisme dans les communications de crise. Lorsqu'une polémique éclate, beaucoup de responsables politiques cherchent à reprendre la main en rappelant leurs valeurs, leurs combats ou leurs adversaires. Ils parlent de ce qu'ils connaissent, mais plus forcément de ce qui préoccupe le public. Et c'est là que la communication devient moins efficace. Ce biais convaincra sans doute les personnes déjà acquises à sa cause. En revanche, il répond beaucoup moins aux interrogations des personnes hésitantes ou simplement curieuses de comprendre cette affaire. Alors que ce sont elles qui devraient devenir la priorité. Parce qu'en communication de crise, le véritable enjeu n'est pas de conforter son camp, il est de réduire les doutes de ceux qui ne partagent pas encore votre lecture des événements. Cela demande parfois de sortir de son récit habituel pour répondre aux questions que l'on préférerait éviter. Une communication de crise échoue rarement parce qu'elle manque de conviction. Elle échoue parce qu'elle répond aux questions de son camp au lieu de répondre à celles que se pose le public. Finalement, je trouve que cette affaire est beaucoup plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Parce qu'au fond, elle ne parle pas d'un voilier, ni d'un yacht, ni même de Manon Aubry. Elle parle de communication. Elle montre qu'une crise ne se joue pas seulement sur les faits, mais qu'elle se joue sur la manière dont ces faits sont perçus. C'est exactement ce qui m'intéresse sur cette chaîne. Essayer de comprendre les mécanismes derrière les réactions et les incitations. Chercher les causes plutôt que les coupables. Observer ce qui fonctionne et ce qui échoue. Je pense sincèrement que cette affaire aurait dû rester un simple fait divers. Un week-end sur un voilier. Quelques commentaires, puis autre chose aurait pris sa place. C'est sa gestion qui a fait une véritable crise de réputation. La grande leçon, selon moi, est assez simple. Une idée juste ne suffit pas. Une communication efficace ne consiste pas à parler plus fort que ses adversaires. Elle consiste à répondre aux vraies questions que se pose le public. Parce que convaincre
ne commence jamais au moment où l'on prend la parole. Il commence au moment où l'on comprend pourquoi l'autre nous écoute ou pourquoi il ne nous écoute plus. Les faits construisent la réalité. La manière de les raconter construit la réputation. Alors, si vous voulez convaincre, soignez la forme,